Mon invité, Alexandre Devecchio, journaliste que vous connaissez bien dans les studios d'Europe 1 et de CNews, journaliste au Figaro, auteur de Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue aux éditions Fayard. J'espérais que vous m'offriez votre livre que j'ai lu, mais alors en PDF parce qu'il est en rupture de stock. Non, je l'ai lu en PDF, bien sûr, mais rupture de stock, mon cher Alexandre. Oui, j'en profite pour dire aux auditeurs de patienter, puisque apparemment il est plus possible de le commander sur Amazon. Je crois que c'est très compliqué sur la Fnac, mais il reste heureusement les librairies, donc allez en librairie, c'est le signe soutenez du les succès. libraires, et surtout il va sans doute y avoir du réassort très vite, donc ce sera disponible lundi. Victime de votre succès. Il semblerait. Ouais. Alors nous vivions côte à côte et je crains que demain nous ne vivions face à face. Vous êtes parti de cette phrase évidemment prononcée par Gérard Collomb. Pourquoi vous êtes parti de cette phrase? Qu'est-ce qui vous a donné le point de départ? Le point de départ, il vient de mon expérience personnelle. C'est un livre assez intime, et c'est vrai que la phrase de Gérard Collomb a fait écho en fait à ce que j'ai vécu. J'ai grandi à Épinay-sur-Seine et à Saint-Denis, et j'ai vu le paysage se transformer. Alors le vivre ensemble n'a jamais existé. Je considère que c'est un slogan publicitaire politiquement correct. Jamais, même quand vous étiez petit, justement. Même quand j'étais petit, il y avait déjà des tensions, il y avait déjà la montée de l'insécurité, mais c'est vrai que il y avait encore une possibilité de côte à côte, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le face-à-face, et ni le vivre ensemble. Et petit à petit, justement, on a basculé dans le face-à-face sur fond de bouleversement démographique, sur fond de montée du communautarisme, de l'islamisme. Donc j'ai voulu décrire les mécanismes qui nous ont conduits justement dans ce face-à-face, mais aussi pour poser le bon diagnostic et pour peut-être trouver les moyens d'en sortir, parce que c'est effectivement pas un livre de déploration, mais c'est un livre malgré tout combatif. Oui, puis vous nous prédisez pas non plus une guerre civile quand même. Vous essayez quand même d'être optimiste et de dire on peut éviter cette guerre civile quand même. Oui, je crois que vraiment le grand drame de ces 40 dernières années, ça a été l'invisibilisation, voire le mépris des classes populaires. En fait, j'ai essayé de raconter une contre-histoire de la banlieue. La banlieue a souvent été racontée du point de vue de ceux qui cassaient, de ceux qui brûlaient des voitures, qui étaient considérés comme les victimes de cette histoire. Or, il y a toute une France oubliée qui vit dans ces quartiers-là, qui est totalement, qui aimerait vivre en paix et qui a subi cette insécurité à la fois physique et culturelle. Donc j'ai voulu regarder cette histoire avec leurs yeux à eux, et aussi leur redonner de la dignité et de la fierté, parce que je crois qu'on ne s'en sortira qu'en redonnant de la fierté et de la dignité aux classes populaires, parce que l'intégration, l'assimilation, elle se fait aussi avec un modèle de référence, et celui-ci ne peut être que ces gens ordinaires qui habitent dans ces quartiers, qui peuvent servir de modèle, et aussi qui exerçaient autrefois un contrôle social. Or, on les a traités de racistes, et donc elles ne peuvent plus exercer ce contrôle social-là. Vous dites d'ailleurs la réalité a été disqualifiée comme un ressenti, et les classes populaires ont été sommées de se taire. Exactement, oui. Elles ont été, on les a traités de beaufs, de racistes, de xénophobes. Alors je pense que leur parole aura été nécessaire, parce que je vous dis, c'est un plaidoyer aussi pour l'assimilation, ce livre. L'assimilation se fait par le haut. Il aurait fallu que l'État véhicule à travers l'école, à travers sa politique, une forme de fierté, un récit national, mais ça se fait aussi par le bas, justement avec par le voisinage, par l'assimilation concrète, la transmission. Et cette transmission a été rendue impossible parce qu'on a culpabilisé tous ceux qui disaient « attention, mon quartier change, il n'y a plus que des boucheries communautaires, je vois une violence qui s'exerce et qui est une violence identitaire, communautaire ». Tout ça, on n'a pas voulu l'entendre. On a dit c'est du racisme, ça va bien se passer, on va vers un nouveau monde multiculturalisme. En réalité, on a été vers un nouveau monde multiconflictuel. Est-ce que malheureusement ce n'est pas trop tard, cette assimilation, on le constate tous les jours, il y a beaucoup d'immigration avec des cultures et des religions différentes. Est-ce que la partie n'est pas jouée? Vous avez dit le mot immigration, parce que je crois quand même que la première cause de cette désintégration que j'ai vécue et que les classes populaires ont vécue, c'est l'immigration de masse. C'est-à-dire que l'assimilation est possible à partir du moment où vous assimilez des individus. Quand vous assimilez des peuples
pour prétendre. Enfin, je pense qu'il est impossible en fait d'assimiler une immigration qui est trop massive. Donc la première clé pour s'en sortir, c'est effectivement arrêter cette immigration de masse, ou du moins la diminuer drastiquement. Il n'empêche que même si on arrêtait demain les flux, effectivement, vous l'avez dit, il y a des immigrés qui sont présents. Il y a même des gens qui sont des Français de deuxième ou troisième génération qui se désassimilent et qui se désintègrent. Et donc là, je vois assez peu de solutions. Je ne crois pas à la remigration pour des personnes qui sont là, qui ont la nationalité française et qui sont de la troisième génération. Je ne vois que de renouer avec cette politique d'assimilation. Il y aura peut-être une génération de perdus, mais il faut gagner absolument la suivante. Et moi, je crois quand même beaucoup au récit et à la psychologie. Et je pense que beaucoup des jeunes que j'ai côtoyés, qui étaient dans un conflit de loyauté, dans un conflit identitaire, recherchaient de l'identité, de l'autorité, et que si on n'avait pas abandonné cette transmission par le haut et par le bas, la partie était gagnable. Donc c'est intéressant elle peut encore être gagnée. Parce que j'allais vous poser la question, vous avez été au lycée à Épinay-sur-Seine avec ces jeunes de deuxième, troisième génération qui aujourd'hui, on le voit malheureusement, on le constate, qui n'aiment pas forcément la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous les avez vus, si j'ose dire, pardonnez-moi, c'est la familiarité, vriller? À quel moment ça s'est fait? C'est pas de la familiarité, c'est effectivement ce que je décris par petites touches. Alors il y a eu des tournants. Le 11 septembre, on en a été un, parce que je disais tout à l'heure que la question de l'islam est venue dans un deuxième temps, et paradoxalement, elle est venue après le 11 septembre. On aurait pu croire que les musulmans, au contraire, crient pas en notre nom. Et malheureusement, le 11 septembre a été synonyme de réislamisation pour une partie de la jeunesse des quartiers. Ils se sont identifiés à ceux qui ont attaqué l'Occident. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui s'est dressée contre la France. On le voit de manière tragique. On l'a vu avec le phénomène djihadiste, avec le terrorisme, et de manière moins tragique, on le voit lors des matchs de foot. On le voit à travers une insécurité qui souvent est teintée d'une forme de racisme anti-français. Et le 7 octobre, avec la montée de l'antisémitisme aussi dans les exactement, ça va de pair, hein, la francophobie et l'antisémitisme. Et donc, je les ai vus effectivement vriller, et je crois qu'il y a des causes objectives comme les entrepreneurs identitaires, les frères musulmans, mais il y a aussi ce qui a été délétère. Il y a l'environnement familial. Hein, je disais, quand l'immigration est trop massive, ils viennent des pays étrangers avec leurs codes socio-culturels, et c'est très difficile quand ils arrivent dans un milieu homogène qui n'est pas français de s'assimiler. Donc ça, ce sont des causes, mais il y a eu aussi toute l'influence délétère, je vous disais, d'un antiracisme dévoyé qui était en réalité un antiracisme anti-français, un antiracisme victimaire, et qui a donc enfermé des jeunes qui étaient peut-être dans un conflit de loyauté, dans une difficulté à trouver leur identité, dans des identités de substitution. Quand on répète à une certaine jeunesse que la France est raciste, comment voulez-vous qu'elle s'intègre et qu'elle s'assimile? Vous dites d'ailleurs, mon grand-père appartenait à la génération de l'assimilation, puisque vous avez un grand-père italien, une maman portugaise, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Mes parents à celle de l'intégration et moi à celle de la désassimilation. Alors c'est quelque chose qu'on partage justement, puisque mon père est italien, et c'est vrai que on nous parlait pas italien. Hein. Enfin vous c'était votre grand-père, mon père. Oui, alors, moi, il fallait s'intégrer. Hein. Moi, je suis le résultat d'une assimilation, mais je ne le suis pas moi-même, puisque je suis de la troisième génération pour ce qui est de mon grand-père italien. Mais c'est vrai que... Il n'était pas question de ne pas s'intégrer, voilà, j'ai voulu raconter son histoire, et l'histoire des Italiens qui sont arrivés. Lui, il est arrivé au début du siècle. C'était effectivement une assimilation à la dure, avec une France, on dit qu'elle est raciste aujourd'hui, je crois que ce n'est pas du tout le cas, mais à l'époque, il y avait un peu de xénophobie. On parlait d'héritage. L'héritage, c'est devenu presque un titre de gloire aujourd'hui, mais à l'époque c'était une véritable insulte. Barzotti est passé par là. Barzotti est passé par là. Alors je vous raconterai une anecdote tout à l'heure sur Barzotti et mon grand-père. Mais on voit, quand on voit les travaux de Pierre Milza, qu'au début du siècle, il y a même eu des pogroms contre les ouvriers italiens. Donc il y avait une forme de xénophobie. Alors je dis pas ça de manière plaintive, parce que justement mon grand-père a décidé de rester, d'adopter pleinement les codes socioculturels français, au point
de renoncer à une partie de son identité. Vous l'avez dit, il n'a pas transmis la langue à ses enfants. Alors c'était peut-être excessif, parce que moi j'aurais bien aimé parler italien, ou que mon père sache parler italien, mais ça avait une vertu, c'est-à-dire que ça permettait de surmonter ce conflit de loyauté. Il y avait un choix à faire, et ça a permis à mon père de devenir pleinement français, et à moi de connaître une forme d'ascension sociale, puisque mon grand-père est venu d'un milieu assez modeste. Donc c'était quelque chose d'efficace. Et je sais pas si on peut reproduire exactement le même modèle, mais je crois qu'on a eu tort d'y renoncer. Charlotte Dornelas. Mais justement, c'est un passage très... ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas un livre plaintif, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment l'itinéraire. En fait, c'est l'itinéraire qui part d'une famille qui est, choisit une forme de dépossession. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai trouvé très beau justement dans le récit du grand-père, c'est que il y a quand même un moment, un choix qui est fait, et qui est fait vis-à-vis de la France. C'est pas à la France de s'adapter. En fait, c'est moi, est-ce que je reste ou pas? Et a priori, la France n'a pas besoin de moi. C'est moi qui ai besoin de la France. Enfin, je le résume un peu comme ça. Donc, il y a une dépossession voulue pour se réenraciner, et que donc tout le monde ne soit pas dépossédé de manière subie. Et c'est un peu l'itinéraire. Vous disiez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait, la question de est-ce que une partie de l'immigration, de la descendance de l'immigration a vrillé. Alors certes, il y a un vrillage volontaire ou individuel, ou même collectif en l'occurrence en ce qui les concerne. Mais c'est le même moment où les élites françaises, depuis X générations, ont elles aussi vrillé dans leur rapport à la France. La désassimilation française en France des Français de X générations s'est faite au moment où, en effet, le nombre rendait l'assimilation déjà compliquée. Les années Mitterrand, touche pas à mon pote, ces années ont été... Mais c'est un peu tout ça. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que dans votre famille, la question s'est posée sur une immigration déjà européenne. Et on voit que déjà, il y a des questions d'intégration, de cohésion et donc d'assimilation qui se posent. Est-ce que dans votre entourage à Épinay-sur-Seine, la défiance d'une partie de l'immigration était la même dans l'immigration extra-européenne ou européenne ? Alors je vais vous répondre à mon livre, et pas du tout démagogique. D'ailleurs, d'abord j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit sur le choix d'une dépossession pour les immigrés italiens. Certains n'ont pas réussi. Et il faut rappeler toujours que 2/3 sont partis, ce qui est énorme. C'est qu'on l'oublie ça. Bien sûr. Donc, et pour dire, vous avez raison, moi je crois que le déracinement est douloureux, y compris pour un pays aussi proche du nôtre qu'est l'Italie. Donc vous imaginez pour des pays d'une culture extrêmement lointaine. Donc je suis pas démago, je pense que c'est pas la même chose, que c'est beaucoup plus dur d'assimiler quelqu'un qui vient de plus loin, et par ailleurs quelqu'un qui ne vient pas d'une culture chrétienne, puisqu'on est malgré tout la culture européenne est une culture chrétienne, l'islam est une autre civilisation. Donc je pense que c'est compliqué, je pense que c'est pas impossible. Je connais plein de personnes qui ont réussi, mais effectivement c'est plus simple. C'est pour ça qu'on aurait dû être beaucoup plus prudent sur les flux migratoires. Et après, il y a la question coloniale et post-coloniale qui entre en jeu. Là encore, ça ajoute de la complication, parce que je raconte plusieurs parcours de franco-algériens. Leurs parents leur disent même ne vous assimilez pas, faites comme les Français, mais ne devenez jamais Français, n'oubliez pas d'où vous venez. Il y a cette histoire de la guerre d'Algérie, donc c'était extrêmement compliqué. Et en plus, on l'a exacerbé. Moi, c'est là où je suis en colère. Ce livre n'est absolument pas contre les immigrés, parce que je considère que après tout, ils ont joué leur carte en voulant venir ici. Par contre, nos élites, en tenant un discours pseudo-décolonial, justement expliquant, noircissant l'histoire de France, ont participé de l'enfermement identitaire de cette jeunesse-là. Donc tout ça va être très compliqué, mais si on arrêtait en plus de se mettre des bâtons dans les roues, ce serait déjà pas mal. Alexandre Devecchio, malheureusement le temps file. Je voulais vous faire réagir aussi, parce que vous parlez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de ce mépris de classe et ces classes populaires. Vous avez vu ces commentaires et cet article du Monde de Jordan Bardella. D'ailleurs, j'ai appris que vous étiez dans le même lycée. Le même collège, les mêmes, les mêmes origines italiennes. À 10 ans d'intervalle, mais on a été dans le même collège. Alors je me permets d'en parler, c'est pas pour justement
sinon je n'en aurais pas parlé, mais le RN réagit et fustige l'article du Monde, justement, pour atteinte à la vie privée, sur la vie privée, en l'occurrence de Jordan Bardella, qui a été aperçue aux côtés d'une héritière, Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, une grande famille royale italienne. Et alors, c'est vrai que j'ai lu l'article, c'est assez édifiant ce que raconte le Monde. On lit: l'eurodéputé peut ainsi brouiller son image de personnalité authentique, proche d'une France que les élites méprisent. Mais à quoi joue Jordan? En gros, parce qu'il vient des classes populaires. Il n'aurait pas le droit de tomber amoureux. Voilà. C'est quand même incroyable. Incroyable. Et ça résume en fait une maladie bien plus large de la gauche, parce que la gauche était normalement pour la méritocratie, pour l'émancipation sociale, et elle est, encore une fois, c'est pour l'enfermement identitaire. Oui, c'est ça. Et l'enfermement social, parce qu'en réalité, vous venez d'une classe sociale, vous n'avez même pas le droit d'en changer. Vous avez une identité d'origine, vous n'avez pas le droit d'en changer. Et vous n'avez maintenant même plus le droit de tomber amoureux de quelqu'un qui a une classe sociale différente. Et on n'en est pas là. L'histoire ne dit pas s'il est amoureux. Attention. Je sais pas. Ils sont contre les mariages mixtes aussi. Donc, c'est ça. Venant d'un journal de gauche, d'un petit peu étonnant. Voilà. Donc moi, je vous avouerai que je n'étais pas spécialement de droite sur le plan social, mais je me suis éloigné totalement de la gauche parce que je ne supportais plus ce mépris de classe et cette. Et je vous dis, cette assignation de mœurs à la fois identitaire, à la l'histoire fois ne dit pas sociale, alors que précisément la gauche, ça devrait être l'inverse de cela. L'histoire ne dit pas s'il est tombé amoureux. Attention, pas de fake news. Mais supposons qu'il le soit. En tout cas, c'est ce que raconte le Monde. Supposons qu'il le soit, tant mieux pour lui. Bon, merci en tout cas, Alexandre Devecchio. C'était un plaisir. Ça a filé. Et puis bon, cherchez votre livre en librairie. Alors, voilà. Ou attendez un peu, mais en tout cas, ça va revenir à la vente. On peut le commander quand même. Je crois qu'il est difficilement commandable, ce qui rend la chose Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue aux éditions Fayette. Je suis pour le petit commerce. Absolument, c'est très bien. Ils jouent le jeu parce que certains cachent certains livres. Donc voilà. Bon, merci à vous, Alexandre.